Cette photo a été prise quelques petites secondes avant qu'un Mike Tyson de 22 ans et bâti comme Yujiro Hanma n'éclate le crâne de ce chef de gang new-yorkais contre le bitume d'un uppercut suivi de ground and pound inhumain, le laissant froid et immobile sur le trottoir. Alors pourquoi y avait-il été aussi fort? Eh ben parce que malheureusement son ennemi du jour était sous PCP, une drogue dure ultra hardcore qui le faisait se relever comme un zombie à chaque fois que Mike le mettait KO lors des premiers échanges. Et pourquoi en était-il arrivé à se régler de manière aussi terrifiante comme ça entre deux bagnoles? Eh ben parce que le fameux chef de gang était bien connu du champion et leur histoire remontait à 2 ans plus tôt. Enfin, dites-vous quand même que cette scène tout droit sortie de Walking Dead était tellement violente que Tyson lui-même avouera plus tard qu'il pensait avoir purement et simplement tué le gars sur place. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé et quel est le passif de combattant de rue du boxeur le plus terrifiant de la planète? Bah écoutez, cachez vos objets de valeur et surveillez votre gestuelle, on prend la bagnole direction Brownsville en 75, autrement dit, l'enfer. Cette vidéo est sponsorisée par Dinveo, le futur dans le domaine des compléments alimentaires. Au-delà du fait qu'ils composent leurs produits avec les éléments les plus purs, les plus efficaces en termes de principes actifs et les plus naturels possibles, avec leur gamme sport, ils ont voulu marquer un grand coup, notamment en sortant une trilogie de bangers, un trio de légendes composé de maltodextrine bio, éco-responsable et rapidement assimilable avec un indice glycémique de 95 pour un apport énergétique pendant et après l'entraînement, de protéines végétales bio pour augmenter et maintenir votre masse musculaire hautement digestible et présentant un aminogramme complet et équilibré, et enfin d'Isolad Whey natif composé de 95% de protéines et issu de lait de vache frais d'origine européenne pour une prise de masse sèche et favoriser la récupération musculaire. Tyson raconte: Brownsville était juste noir et agressif. Tout ce qui pouvait être fait à un être humain était fait quelque part à Brownsville. On y a emménagé, moi, ma mère, ma sœur et mon frère, et tout le monde dans ma famille était intelligent. Ils savaient lire, écrire, ils étaient phénoménaux, mais moi, je savais pas faire ça. Ça n'était juste pas qui j'étais. Je voulais tellement devenir un gars de la rue parce que j'avais remarqué que personne ne les emmerdait jamais. Je voulais tellement devenir un gars de la rue et je sais même pas pourquoi, parce que quand j'étais petit, je me faisais toujours démonter, humilier, les gens me prenaient mes trucs. Je me suis jamais senti en sécurité à la maison parce que ma mère vivait une vie de débauche sexuellement. Mon père était un macro et un gangster. Mon père était un putain de sauvage. Donc oui, je suis vraiment un gros sombre. Un gros sombre qui a vu la lumière. Mais avant de voir la lumière, c'est donc dans cet enfer à ciel ouvert que Mike va connaître des moments d'une noirceur terrible. En 1975, Michael est un enfant apeuré par la violence extrême de son quartier et par les adolescents qui le battent, l'intimident et l'insultent chaque jour. Pourquoi j'étais humilié et battu quand j'étais jeune, explique-t-il aujourd'hui? Parce que j'étais une petite pute, une victime. Il faisait ce qu'il voulait de moi. Voilà pourquoi il s'en prenait à moi. Parce qu'il le pouvait. J'avais peur quand j'étais à la maison, mais j'avais aussi peur de sortir dehors. J'allais à l'école publique et c'était un cauchemar. J'étais un gamin enrobé, très timide, presque comme une fille, et j'avais un cheveu sur la langue. Le seul réconfort qu'il trouve alors, son seul échappatoire dans cet univers brutal, c'est avec les oiseaux, et plus particulièrement avec les pigeons qu'il élève, qu'il câline, et dont il s'occupe patiemment. Mais lorsque les cruels adolescents vont découvrir son secret et faire la provocation de trop, ce sera la goutte d'eau qui fait déborder le John Wick. Il raconte: j'étais un petit gars qui aimait les pigeons, et mon premier combat de rue est arrivé quand ce mec a pris un de mes pigeons, et je lui ai dit: s'il te plaît, rends-moi mon pigeon. Il était plus vieux que moi, j'avais 9 ans, il devait en avoir entre 12 et 15, c'était un adolescent. Et je lui disais: rends-moi mon pigeon. Et en même temps qu'il me répond: va te faire foutre, il lui arrache la tête à la main et me jette les putains de morceaux d'oiseaux. Et là, un autre gars qui m'humiliait régulièrement me dit: bah alors réponds-lui, bats-toi. Tout le monde à ce moment-là était en mode: mec, là c'est chaud là, faut que tu fasses un truc. Alors j'ai riposté. Je m'étais encore jamais battu contre qui que ce soit, mais c'est là que j'ai réalisé que, purée, j'étais vraiment bon à ça. Et après ça, les gars du quartier ont commencé à ramener des mecs de différents voisinages pour qu'ils se battent avec moi contre de l'argent. Alors je me battais avec eux pour le fric. Et mec, je dis pas ça pour me vanter ou quoi, mais j'étais juste vraiment un bon combattant. Je suis né pour ça. J'ai peur de me battre, je suis une poule mouillée, mais putain que je suis un bon combattant. J'ai l'âme d'un guerrier, mais en même temps j'ai peur, je suis une victime. Et puis ensuite, je suis devenu un criminel, je mettais des gens KO et leur prenais leur argent, alors j'ai été mis en tôle pour mineur. À ce moment-là, j'avais 11 ou 12 ans et je me battais contre des hommes. Je démontais des hommes de 20 ans. J'étais devenu le spécialiste des KO, le mec qui te met KO puis te vide les poches. Toute ma vie a été violente. Alors que j'étais pas quelqu'un de violent, c'est pas fou ça ? Je me battais constamment, 3 ou 4 fois par jour dès l'âge de 9 ans, et à 12 ans je pesais déjà 90 kilos. Alors parfois je me battais contre un gosse, il partait en pleurant et allait chercher son père, et puis je me battais avec son père.
Puis vous connaissez la suite, à 13 ans et après avoir été arrêté une quarantaine de fois déjà, il est envoyé en prison pour mineurs où il rencontre Bobby Stewart, un ancien boxeur devenu conseiller en centre de détention qui remarque immédiatement ses prédispositions pour la boxe. Celui-ci l'envoie alors à son tour à l'homme qui deviendrait son entraîneur et son père de substitution, Cus D'Amato. Et la suite, c'est toute la carrière de légende de Kid Dynamite. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour le ring, on est là pour la rue. Alors à combien de street fight Mike a-t-il participé? Voici sa réponse. Il y a des gars qui ont eu 300 ou 400 combats en boxe amateur, moi j'en ai eu 60. Mais j'ai eu environ 150 combats de rue. C'est probablement pour ça que je me suis pas trop mal débrouillé quand j'ai fait de la boxe. En fait, c'est tout ce qu'on faisait à Brooklyn. Se battre, se battre, se battre. C'était t'as fait ci, t'as fait ça, non j'ai pas fait ça, et boum, ça part. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Brownsville est un quartier de Brooklyn-Est à New York, et c'est à New York, dans cette mégapole, que Mike passera le plus clair de ses 30 premières années, même après être devenu champion du monde poids lourd à 20 ans. C'était là qu'il avait grandi, c'était sa ville, enfin Brooklyn surtout, mais aussi ensuite Harlem, le Bronx, tous ces quartiers étaient devenus des territoires où Iron Mike était accueilli en superstar, célébré et acclamé. Mais ce statut d'idole faisait aussi des jaloux, et notamment un ancien adversaire du champion devenu chef de gang, Mitch Green. En 1988, le jeune Tyson a 22 ans et il a démembré vivant tous les boxeurs poids lourds d'élite qui ont croisé sa route. Il est champion du monde depuis ses 20 ans et il est une des plus grosses célébrités de la planète Terre, adulé comme un héros mythologique aux quatre coins du globe. 2 ans plus tôt, sur sa route vers le titre, il avait affronté un autre challenger nommé Mitch Green, un dur à cuire au comportement étrange, mais qui avait alors réussi l'exploit de ne pas être mis KO par Mike. Alors il s'était fait tambouriner pendant 10 rounds, ça oui, mais il n'avait pas été terminé ni même mis au tapis, ce qui à l'époque, face au jeune exécuteur, n'avait rien de moins qu'un exploit. Mais malgré la claire défaite, le gars Mitch l'avait mauvaise et gardait de la rancœur envers Mike, notamment par rapport à la différence de salaire que l'un et l'autre avaient reçu pour le combat. Alors le 23 août 1988, quand Mitch Green entend par l'un de ses gars que Mike Tyson était dans son quartier en train de prendre du bon temps, il se met en route pour aller régler ses comptes une bonne fois pour toutes. Il est 4 h du matin et Mike se balade à Harlem en Rolls-Royce avec son entourage, les poches remplies de liasses de cash. Continuant une soirée bien arrosée avec ses potes au cours de laquelle le groupe avait fait la tournée des boîtes de nuit, il décide de faire un tour dans le magasin du couturier Dapper Dan pour aller chercher une veste en cuir blanc de 850 $ qu'il avait commandée la veille. La troupe de joyeux lurons rentre alors dans le magasin, tout le monde discute et rigole, l'ambiance est au plus haut. Puis alors que Tyson s'enjaille comme jamais et récupère sa veste, d'un seul coup tout le monde autour de lui se tait et arrête de rire. Derrière lui, Mitch Green venait de faire éruption et une fois le silence installé, lâche un gros « Qu'est-ce que tu branles dans mon putain de quartier, gros ?» Une fois les deux hommes face à face, Mitch commence donc à embrouiller le champion, lui reprochant de l'avoir arnaqué avec les managers pour leur combat, lui reprochant de ne pas avoir gagné le combat et qu'il ne l'avait pas réellement battu, et commençant à chauffer les oreilles de Mike en l'insultant, qui à ce moment-là avait visiblement la méga flemme de se taper à main nue alors qu'il était en train de kiffer sa soirée entre sauces. Alors il propose à Green d'en rester là et il sort du magasin pour passer à autre chose. Problème, non seulement Mitch, lui, n'avait aucune envie d'en rester là, mais il était en même temps en plein trip de PCP, autrement appelé poussière des anges, une drogue ultra hardcore qui, au-delà de te mettre dans un état second, te fait te sentir invulnérable, quitte à te faire perdre pied avec la réalité. Alors, essayer de raisonner un chef de gang de Harlem ultra violent, c'est déjà pas une mince affaire, mais alors essayer de raisonner un chef de gang de Harlem ultra violent shooté au PCP, bon là vous avez plus de chances de vendre une encyclopédie à un illettré. Alors après quelques brefs nouveaux échanges verbaux, Mitch fait un geste vers les poches de Mike qui alors décide que la limite physique avait été franchie et lui envoie ses 2 roquettes dans la gueule. Et alors, champion du monde bourré versus boxeur pro international sous PCP, qui gagne ? Eh ben c'est Mike qui, en l'espace de quelques instants, envoie des énormes marmites à Green, qui est mis KO plusieurs fois d'affilée, mais boosté par les drogues dures, il se relève à chaque fois comme un zombie. Mike raconte « On aurait dit putain de Michael Myers ou le gars du film d'horreur Vendredi 13. Boum, je le mettais KO salement, mais il n'arrêtait pas de se relever. J'étais en mode « Merde !» Alors Mike, se disant qu'il n'allait pas s'en sortir avec ce mec-là sous sa forme démoniaque invincible, il tourne les talons et file s'installer dans sa Rolls-Royce pour s'éloigner du chaos. Son chauffeur met l'engin en marche, le temps pour Tyson de reprendre son souffle, en même temps qu'il réalise qu'il vient probablement de se casser la main droite dans la bagarre, puis il continue en disant « Et alors que je suis dans la bagnole, il se rue sur nous et arrache le rétroviseur latéral. Alors j'ai dit au chauffeur « Ok, donne-moi une minute » et je suis ressorti.
j'ai frappé Mitch, et alors Mike dira plus tard qu'il lui a claqué son uppercut signature à ce moment-là, et il est tombé une nouvelle fois. Puis alors qu'il était en train de se relever, je lui ai attrapé la tête et je lui ai envoyé une autre énorme droite. Sa tête a claqué sur le sol, sur le béton, boum! Et là, il était vraiment complètement inconscient. Et ça m'a fait flipper parce qu'après que sa tête se soit éclatée contre le béton, il ne bougeait plus du tout. Et c'est là que j'ai couru jusqu'à la voiture et je me suis dit, barrons-nous d'ici tout de suite. Je pensais que je l'avais tué, je flippais tellement. Alors le lendemain, j'étais tellement heureux quand je l'ai vu dans le journal avec son œil éclaté parce que ça voulait dire qu'il n'était pas mort. À la suite de l'incident, Mike devra passer quelques semaines la main droite dans le plâtre, ce qui repoussera un combat qu'il avait prévu contre Frank Bruno, et pour expliquer la bagarre, il plaidera la légitime défense. Et quant à Mitch Green, il utilisera cette histoire pour essayer d'obtenir une revanche contre le champion, mais il ne l'aura jamais. Et alors, quelles sont les morales de l'histoire? Bon, alors, déjà, au-delà du fait que, spoiler alerte, se mettre des traces au PCP, ça vous transforme en zombie au QI négatif, finalement, la leçon du jour, c'est peut-être que provoquer en combat de rue le champion du monde poids lourd de boxe anglaise, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Bah, qui l'eût cru, hein? Enfin, en tout cas, c'était les anecdotes du père Rusty sur les street fights de Mike Tyson. Si ça vous a plu, vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et pour le reste, prenez soin de vous. À la prochaine, et ciao!